Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne Crypto Force. C'est vrai que là je fais la petite vidéo sur la liquidation de Evergrande, hein. C'est l'événement là qui a eu lieu cette semaine et qui est déjà en train peut-être, je dis bien peut-être, d'entraîner d'autres chutes, d'autres liquidations à travers le monde, ou du moins de faire un peu l'effet papillon comme on dirait, parce qu'on a déjà des nouvelles là, aujourd'hui qui sont pas bonnes, hein, même sur les banques régionales américaines. Alors ça peut être rien à voir, on va voir comment, pourquoi. Mais c'est assez phénoménal quand même, parce qu'en plus, enfin, j'en avais parlé dans l'actualité crypto que j'ai faite là samedi, et je prévenais effectivement que la Banque Centrale Européenne guettait, ou du moins prévenait donc aux prêteurs, notamment de la Banque Centrale Européenne, de surveiller les réseaux sociaux dans des signes d'éventuels bank run. Et là, aujourd'hui, on a déjà des nouvelles très mauvaises, hein, sur, en plus, les banques américaines. Donc, le but de cette vidéo, déjà, c'est de faire le point sur Evergrande, sur le promoteur immobilier, comment déjà il en est arrivé là. Donc, on va faire un petit peu d'histoire, on va remonter un petit peu le fil de l'actualité sur Evergrande. On va analyser également les conséquences déjà sur le plan économique sur la Chine, mais également sur le reste du monde, hein, qu'on va être impacté. Très probable, vu les montants colossaux quand même qui sont en jeu au niveau des dettes. Et voilà, ça sera l'occasion de faire le point sur l'actualité économique, avec un grand E, hein, si je puis dire, sur cette vidéo pas du tout prévue à la base. Donc je remercie notamment les abonnés, parce que c'est donc de taille en détresse, et plusieurs personnes m'ont demandé effectivement de faire un point économique. Donc merci à vous les amis, ça motive, hein, pour faire des articles comme ça, même si c'est le soir un peu tard. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose, c'est parti. N'hésitez pas à prendre un petit café, à vous poser tranquillou. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, hein. Je fais en live, en freestyle, comme d'hab. Et puis c'est parti. Allez. Donc effectivement, j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr. Ça fait un petit moment. J'ai préparé hier soir. Donc en urgence, si je puis dire. Donc Evergrande se fait liquider, crise économique mondiale en vue, donc petit point d'interrogation. On va voir tout ça. Donc effectivement, premier article qui fait foi de légitimité, si je puis dire. C'est un article donc, de Le Monde. Evergrande, un tribunal de Hong Kong ordonne la liquidation du géant à l'origine de la crise immobilière chinoise. Donc la décision de la justice est une étape importante dans le démantèlement du groupe immobilier étouffé par une dette de plus de 300 milliards d'euros. Vous voyez, ça rigole pas. Publié au 29 janvier 2024. Donc vous voyez, c'est extrêmement récent, ça date d'à peine quelques jours. Donc c'est pour ça, là, on va d'abord voir, avant d'aller plus loin, on va rappeler l'histoire un petit peu d'Evergrande, parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup de remous, hein, et en plus, l'histoire d'Evergrande cache également un problème bien plus important sur la Chine, c'est tout le secteur immobilier. Et on va voir comment et pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que tout a commencé pour Evergrande en 2021, donc après la crise du Covid, avec un premier défaut de paiement. Déjà, et c'était évité à la base de justesse, ça avait fait paniquer, je me souviens très bien, en 2021, un petit peu tout le monde. Ça avait même eu des impacts sur le marché boursier déjà en Chine à l'époque. Et donc, voilà, ça avait jeté une vague de froid, hein, clairement. Et surtout parce que Evergrande, il faut savoir, donc, à l'époque, était déjà le premier promoteur immobilier. Entre-temps, il s'est fait dépasser par Country Garden, hein, qui n'est pas déjà en meilleur état d'ailleurs, hein, faut le dire. Et aujourd'hui, donc, Evergrande est le deuxième plus gros promoteur immobilier et embauche à peu près 70 000 employés en Chine, même à travers le monde, parce qu'effectivement, le problème d'Evergrande, c'est qu'ils ont des filiales partout dans le monde, notamment aux États-Unis, qui d'ailleurs ont fermé, hein. Entre-temps, bon, voilà. Donc, c'est vraiment la fin d'Arico pour Evergrande. Et donc, là où ça faisait vraiment écho avec la crise de 2008, notamment avec la banque Lehman Brothers, c'était que Evergrande, eh bien, est un peu dans le même écosystème. Alors, c'est pas du tout pareil au niveau de la crise des subprimes, hein, mais ça concerne quand même la crise immobilière. Et je vous rappelle que la crise des subprimes avait en enjeu également l'immobilier, mais après, c'était plutôt les banques qui étaient concernées, etc. Voilà. Donc, ça rappelle quand même le spectre de la crise de 2008. C'est pour ça que la chute, déjà, le défaut de paiement, le quasi-défaut de paiement en 2021 avait vraiment fait paniquer les économistes, les financiers et tout, parce que c'est pas bon signe quand même pour l'avenir de l'économie mondiale. Voilà. Donc, il faut savoir que déjà à l'époque, Evergrande, en 2021, avait déjà 260 milliards d'euros de dette. Donc, entre-temps, ça a monté, hein. On est passé à 300 milliards de dollars de dette. Donc, à peu près 275 milliards d'euros, ça a monté.
Et donc, la catastrophe, si vous voulez, elle a été évitée de justesse. On a gagné du temps en août 2023, parce que l'entreprise s'était déjà déclarée en faillite, je vous l'ai dit, hein, au niveau de ses filiales situées aux États-Unis en 2023. Donc là, c'était vraiment, c'est resserré sur l'étau sur Evergrande. Et donc, pour essayer d'échapper au pire, c'est-à-dire à la liquidation, eh bien, elle avait fait face à des négociations à Hong Kong, hein, je l'écris là, vis-à-vis de ses créanciers pour, si vous voulez, trouver une solution, notamment une restructuration pour trouver des fonds et rembourser les créanciers. Mais hein, on imagine que 275 milliards d'euros de dette, ça ne se rembourse pas comme ça, on est d'accord. Donc, c'était mal parti. Et effectivement, bah, ça s'est pas bien fini du tout, on le sait. Parce qu'en fait, elle a proposé quoi, Evergrande? Evergrande nous ont proposé une restructuration de la dette offshore. Donc, c'est externe à la Chine qui était déjà, elle, d'un montant de 31,7 milliards de dollars. Rien que ça. Et donc, même sur cette somme, petite somme par rapport à la totalité de leur dette, bah, ils sont même pas arrivés à trouver une solution. Donc, pour vous dire, le délire. Et donc, c'est pour ça que là, en 2024, hein, eh bien, on a eu la juge de Hong Kong, on a eu marre. Elle a dit, bon, bah, écoutez, votre plan de restructuration, c'est de la daube, hein, voilà, pas dit comme ça, bien évidemment, mais on n'en pense pas moins sûrement. Et donc, elle a dit, bon, bah, tapez du marteau sur la table, c'est fini, on vous liquide, au revoir, et bien le bonjour. Et donc, là, c'est pour ça qu'elle a fait les conséquences ont été directes. Les actions de Evergrande ont chuté de 20% en une journée au moment où on a eu l'annonce de la liquidation, donc c'était jeudi. Non, c'était samedi, pardon. Enfin, voilà, c'était il y a quelques jours. Et donc, c'est pour ça que depuis, bah, maintenant, on va analyser tout ce qui est l'aspect du secteur immobilier plus général chinois. Et surtout, moi, ce que je voulais voir, c'est comment on est arrivé là, pour Evergrande, bah, pour pas avoir déjà un tel montant de dette, mais surtout que ça puisse faire faillite. Parce qu'il y a 10 ans, en arrière, il faut savoir que Evergrande, jamais de la vie, on aurait pu imaginer que ça puisse faire faillite. C'était un des colosses, on peut dire, hein, du marché immobilier chinois. Et les Chinois, d'ailleurs, quand ils entendaient Evergrande, ils disent, bon, bah c'est bon, on peut y aller les yeux fermés. Aujourd'hui, c'est le cauchemar. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut analyser, c'est bah, même intéressant à voir, hein. Et donc, ce qui s'est passé, là, pour ça que je vous... Deuxième chapitre, on va dire, de l'article, c'est Evergrande, donc symbole d'une crise immobilière chinoise plus large, pour interrogation, parce que tout, et je dis bien, quand je dis tout, c'est, bah, allez, 90% des promoteurs immobiliers en Chine sont tous dans la même situation qu'Evergrande. Ils sont pas liquidés encore, hein, mais ils sont pas loin, ils sont à deux doigts de la liquidation. Du moins, ils sont tous endettés, ça c'est sûr. Et donc, c'est le cas notamment de Country Garden. Pour ça que je vous disais que c'est le Country Garden, c'est donc le concurrent de Evergrande, qui est passé devant Evergrande donc l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, le premier promoteur immobilier chinois, et qui déjà fait face à des montants de dette entre 150 et 176 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Donc là, à eux deux, ça qui est fou, hein, c'est que donc Evergrande plus Country Garden, ils sont à un demi-trillion de dollars de dette. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Donc déjà, les montants à eux deux, ils sont l'équivalent de la dette d'un pays européen assez riche, même le Portugal ou l'Espagne, par exemple. Enfin, et même les deux réunis, je crois. Bref, voilà, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Et donc, Country Garden, donc pour faire le focus maintenant sur Country Garden, qui est le premier promoteur immobilier chinois, eh bien, pareil, en 2021, ils ont connu un premier défaut de paiement, une difficulté dans les paiements, sur deux paiements en plus, c'était pas un, c'était deux. Et donc, au niveau des... Enfin, ce qu'il faut savoir au niveau de Country Garden, c'est que c'est un peu particulier, parce que là, il y a de vrais impacts sur les citoyens chinois. Alors, un petit peu l'histoire, c'est que Country Garden, effectivement, ils ont en gestion plus de 3000 chantiers en Chine, et surtout dans les villes, un peu en province. Donc, ça concerne des ménages chinois, des foyers chinois, plutôt aspect rural, quoi. Sauf que le problème, que comme le fonctionnement des promoteurs immobiliers en Chine, c'est que les citoyens doivent payer, donc les promoteurs dans l'intégralité pour avoir ensuite leur maison, qui n'est pas encore construite, hein, mais pour la construire. Mais ça veut dire que comme par exemple, les 3000 chantiers de Country Garden et que la Country Garden est en défaut de paiement, enfin, galère, eh bien, il y a énormément de chantiers, des milliers, qui ne peuvent même pas commencer. Donc vous avez même des impacts d'ailleurs sur les citoyens chinois forcément qui ont payé quand même une somme d'une vie en général pour finalement une maison qu'ils n'auront jamais. Et de l'argent qu'ils ne retrouveront probablement pas en plus, ou en partie. Donc là, ça a vraiment en plus, vous voyez, des conséquences dramatiques sur même la population chinoise. Et donc, la confiance. Et pour ça, je vous dis vraiment le point là-dessus sur la confiance, parce que là, j'ai mis la main donc, sur donc un tableau, un graphique de Bloomberg en référence sur quasiment, on va dire, la majorité des promoteurs immobiliers chinois donc, et leurs chiffres
d'affaires, du moins leur chiffre de leur vente, en comparatif d'une année sur l'autre, de 2021 à 2022. Et vous voyez, entre 2021 et 2022, à partir de juillet, eh bien, notamment Evergrande, ils ont eu moins 93% de ventes sur leur chiffre d'affaires, en fait. Et c'est quasiment partout, c'est du négatif sur quasiment tous les promoteurs immobiliers, à part deux ovnis, CRLand et UXU, on ne sait pas d'où ils sortent, comment ils ont fait, ils ont obligé les gens à acheter, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un massacre quand même. Evergrande, ben, c'est pas étonnant que ce soit fait liquider, hein, parce que déjà entre 2021 et 2022, vous voyez, ils étaient à moins 93% au niveau des ventes. Et le pire, c'est que ça a empiré justement entre 2022 et 2023, et encore plus là entre 2023 et 2024. Pourquoi? Bah, justement parce que les citoyens chinois, s'ils ont vu leurs voisins justement essayer d'acheter une maison, et la maison, elle n'a jamais été construite. Evergrande a coulé notamment, et tous les autres promoteurs immobiliers ne peuvent pas construire, n'ont pas les moyens, n'ont plus les moyens de construire les maisons. Donc c'est une crise de confiance en plus d'une crise immobilière, quoi. Et tout ça est en train de faire boule de neige, et c'est pour ça que Evergrande se retrouve avec 300 milliards de dollars de dette. Et là, j'ai fait le point sur les plus gros, par exemple, là, les entreprises, les promoteurs immobiliers qui ont le plus de pertes. Effectivement, et là, on a Sunac, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, 54,3 milliards de dollars de dette en 2021. Là, j'ai tous les chiffres, je me suis basé sur TradingView, donc vous pouvez y aller, pas de souci. J'ai tout mis en source, vous voyez. Donc, je vous montrerai un petit peu les articles. Donc, je vais vous montrer quelques articles quand même pour étayer mes propos. Donc, notamment, j'ai montré le premier article de Le Monde. Là, j'ai un deuxième article de Le Monde. Voilà, Evergrande, le promoteur chinois endetté évite un défaut de paiement. Donc, le groupe immobilier, un des plus gros de Chine, crée une ardoise estimée à 260 milliards. Et ça, c'était déjà en 2021. Vous voyez, en 22 octobre 2021. Ça avait fait trembler la terre entière à cette époque. Ensuite, je vous montre d'autres articles pour la route. Donc là, troisième article, donc Euronews, Evergrande dépose son bilan aux États-Unis. Donc ça, c'était l'année dernière, en août, je crois. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas la date de l'article, mais c'est 2023. Ensuite, le soir IMO, le projet raté à 100 milliards de dollars qui plombe un géant de l'immobilier. Donc là, on parle de Country Garden. Donc c'est effectivement Country Garden, pareil, à la base, il y a 10 ans en arrière, c'était une référence. Et aujourd'hui, ils ont tellement fait n'importe quoi avec leur argent et voilà, ils ont voulu créer une ville du futur sur 4 îles artificielles. Les gens, ils ont vu, ils ont voulu créer la Lune en fait. Donc ça s'est cassé la figure et résultat 100 milliards à la poubelle. Donc forcément, ça a des impacts. C'est tout comme ça. Ensuite, je vais vous montrer un autre article peut-être. Tac, la quatrième article. Non, c'est pas ça. Hop. Voilà, donc Nova.news, le promoteur immobilier chinois Sunac dépose le bilan aux États-Unis. Donc là, c'est carrément pareil. C'est Sunac, hein, ce que je vous disais. Carrément, il dépose le bilan aux États-Unis. Exactement pareil qu'Evergrande. Par contre, ils n'ont pas été encore liquidés. Bon, autre exemple, donc la Logan Group Company, 15,17 milliards de dollars de dette, donc sur les chiffres de TradingView de 2022, et pareil, à deux doigts de la liquidation. Ils sont tous comme ça. Shimao Group, donc 20,47 milliards de dollars de dette, plus défaut de paiement donc en 2022, sur une échéance de plus de 1 milliard en plus. Et là, il y a une tentative de restructuration en cours. Ah, ça rappelle un petit peu Evergrande aussi avec la tentative de restructuration de Hong Kong, qui s'est soldée par on sait comment, ça veut dire pas bien. Greenland, 33,34 milliards de dollars de dette, pareil, sont en train de couler, hein. Voilà, donc sont tous comme ça. C'est-à-dire là, sur tous les promoteurs immobiliers, et c'est encore pire, ces chiffres-là, entre 2022 et 2023. Une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'on comprend aisément que, en plus, donc ils ont une crise des dettes, les promoteurs immobiliers, ils ont une crise de confiance, et donc ils ont une crise des ventes. Donc forcément, ça fait boule de neige et ça empire au final. Donc ça va pas s'améliorer, hein, c'est sûr et certain. Au contraire, ça va s'empirer. Et donc maintenant, on va voir, mais c'est quoi les conséquences de la chute? Et donc c'est pour ça que là, je fais un petit chapitre là-dessus. Donc la première conséquence qu'on peut dire, alors ça c'est vraiment moi qui le dis, à partir des chiffres, les médias ne le disent pas forcément comme ça, mais on a vraiment une propagation qui est en cours en Chine de la crise immobilière à la base, désormais à la crise bancaire et à la crise financière. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que là j'ai un article donc, de latribune.fr que je vais vous montrer, hop. Il est là, donc là, tribune.fr, Chine, pour résoudre la crise, Pékin annonce un nouveau soutien financier à l'immobilier. Voilà. Mais surtout, ce qu'ils disent dans cet article, justement, c'est que les
banques chinoises en 2023 sur ordre, notamment du gouvernement chinois, comme ça a été montré dans l'article de la Tribune, eh bien, ont prêté au total 1300 milliards de dollars aux promoteurs immobiliers pour essayer de les sauver. Juste sur l'année 2023, on ne parle même pas de 2022 ni 2021, on ne parle même pas de 2024. Vous voyez le montant colossal, 1300 milliards de dollars, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est, par exemple, nous, la dette de la France, c'est 3000 milliards d'euros. C'est-à-dire que là, les banques chinoises ont mis sur la table un tiers de la banque, enfin de la dette française, enfin, en ordre de grandeur, pour essayer de sauver les promoteurs chinois, en plus avec échec, parce que Evergrande, on l'a vu, 2023, ils ont peut-être été aidés, bah 2024, ils ont coulé. Donc en plus, ça sert à rien. Et le problème, c'est que vu que les banques, eh bien, elles prêtent de l'argent aux promoteurs chinois, en sachant peut-être pertinemment qu'elles ne reverront jamais leur argent, eh bien, si elles ne revoient pas leur argent parce que tous les promoteurs coulent, eh bien, la crise à la base et les dettes vont se répercuter en fait sur les banques chinoises. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas un miracle, hein. Enfin, c'est pas sorti du chapeau comme ça, c'est pour ça que tout le système financier en Chine est en train de plonger euh, en flèche, de se prendre du plomb dans l'aile, au point même qu'il y a des répercussions sur la bourse de Hong Kong, c'est-à-dire que la bourse de Hong Kong, c'était la quatrième plus grosse bourse au monde, et la bourse de Hong Kong, en fait, c'est la bourse de la Chine. C'est à l'ordre de grandeur. Et donc là, j'ai un article, vous allez voir, de lefigaro.fr, hop, je vous montre, la bourse indienne dépasse celle de Hong Kong et devient la quatrième mondiale. Donc ça, c'était publié au 23 janvier 2024. Vous voyez, donc il y a tout qui est en train de s'emballer au final en Chine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, c'est que la Chine, finalement, se fait dépasser clairement de plus en plus par l'Inde. Alors franchement, l'Inde avait beaucoup de retard. Tout ça à cause de sa crise immobilière. Normalement, la Chine n'aurait jamais dû se faire dépasser. Mais sa crise immobilière est en train de prendre tellement d'ampleur et avoir tellement d'impact sur la Chine, sur le plan économique, que bah, c'est en train vraiment de la freiner, de la ralentir très fortement sur le plan économique. Voilà. Et ça, c'est quand on comprend les chiffres, et notamment le fait que le secteur immobilier chinois représente près de 30% du PIB de la Chine, eh bien, ça explique tout à fait le fait que la Chine, ben, la crise immobilière, c'est pas une petite crise, c'est vraiment un énorme truc. Et quand on comprend notamment le fait que Evergrande eh bien, embauche 70 000 personnes en Chine, rien que ça, et que Country Garden, donc le plus gros promoteur immobilier, a 3000 chantiers qui ne sont bah, en cours de construction et qui verront jamais le jour peut-être, eh bien, on comprend également qu'il y a des dizaines de milliers d'employés derrière. Donc en plus, on va avoir une crise du chômage en Chine, d'où la crise immobilière, et en plus, ça va faire un peu de toile d'araignée, c'est que forcément, les fournisseurs vont être impactés, les clients vont être impactés, enfin tout le monde est impacté. Voilà. Donc c'est un peu là, c'est un peu le bordel, hein, excuse-moi l'expression, mais c'est pas bon signe en tout cas pour la Chine, ça c'est sûr. Et notamment, il y a déjà des impacts sur le PIB, ça qui est fou. Bon, après, c'est logique, hein, mais à un point jamais vu depuis 30 ans. Et là, notamment, on va voir, enfin, je vous l'ai écrit ici, hein, c'est que la croissance économique de la Chine donc s'est retrouvée pleinement impactée, hein, donc par la crise immobilière, mais surtout pour la première fois depuis 1990, excepté la période Covid. Mais évidemment, ça compte pas, c'est avec les confinements et tout, donc c'est très particulier. Mais donc, excepté cette période Covid, eh bien, le PIB de la Chine a eu une croissance aux alentours de 5% sur l'année 2023. Et un chiffre aussi faible, c'était jamais arrivé en 30 ans, pour vous dire. Donc là, c'est vraiment une crise immobilière, je mets là, qui conduit vraiment la Chine, si vous voulez, à stopper clairement et à mettre une date sur les 30 années glorieuses de la Chine. Un peu à l'image de nous, ce qu'on a eu en Occident avec nos 30 années glorieuses d'après-guerre au final, donc pour la France, qui ont été stoppées net à cause du choc pétrolier de 1973. Bon, donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est une chute de la Chine, hein. C'est vrai que là, quand je vous le dis comme ça, on pourrait dire, ouais, la Chine, c'est bon, ils sont finis, hein. Sauf que maintenant, on va prendre du recul et on va comparer le PIB actuel de la Chine par rapport à la France. On me dit, bon, ok, ils sont mal, mais ils ont quand même 5% de croissance là, au niveau du PIB, la Chine. Ça veut dire qu'ils ont une croissance économique malgré la crise qui est quand même très élevée, hein. 5%, c'est vraiment très bien. Et donc c'est pour ça qu'on prend le comparatif, notamment avec la France, on va le faire, ben, on va rigoler, enfin rigoler ou pleurer, je veux dire, vaut mieux rigoler. Mais là j'ai un article donc, de l'INSEE
Le PIB reste stable au quatrième trimestre 2023. En moyenne, en 2023, il augmente de 0,9%. Donc si je résume la chose, on est tous en train de dire que la Chine, là, ils sont morts, qu'ils ont une crise de fou, mais malgré la crise économique, ils ont un PIB, une croissance économique qui est 5 fois supérieure à celle de la France. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que la Chine est dans la misère et que, bon, bah, la Chine c'est une catastrophe, ça y est, ou ça veut dire que c'est la France, en fait, que nous, si la Chine est en catastrophe, nous, on est vraiment bah, là, on est dans l'ère glaciaire, il n'y a même plus de mots pour décrire notre situation économique. Voilà, je sais pas, je sais pas par quel bout l'annoncer ou le prendre, ce genre de chiffres, mais en tout cas, ça veut dire que nous, la France, on est vraiment dans le déclin, quoi. C'est ça que ça veut dire. Bon, donc on n'a pas trop à se moquer de la Chine, en tout cas au niveau des chiffres mathématiques, ça c'est sûr. Donc maintenant, les amis, c'est pour ça, là, en conclusion, ce qu'on peut dire, qu'on va aussi faire le point sur, bien sûr, est-ce qu'on va avoir un crash boursier notamment, crash bancaire et tout, j'en sais rien. Moi, je vous le dis très clairement, je le dis très souvent, tout le temps, c'est je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal, et de me baser sur de la cohérence, sur des faits logiques, avec les événements et les choses, en plus les connaissances qu'on arrive à avoir, enfin, avec les articles et tout, à condition qu'en plus les articles soient vrais et disent la vérité, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri également, hein, quels que soient les médias qui peuvent se tromper ou peuvent dire des choses fausses, hein, on n'est pas à l'abri non plus. Mais en tout cas, pour vous dire, si on suit ce genre de raisonnement hein, qu'on a sur Evergrande, là que j'ai sur Evergrande, c'est effectivement, il y a de fortes probabilités que la chute d'Evergrande soit le premier domino déjà dans la chute de l'immobilier chinois dans son ensemble. Et ça, c'est pas sorcier, hein, on a vu les chiffres. Les ventes s'écroulent pour le secteur immobilier chinois, les dettes augmentent pour le secteur immobilier chinois, donc, bon, bah, A plus B, voilà, ça va être une catastrophe. Donc là, la chute d'Evergrande, je pense, ça va entraîner vraiment tous les autres promoteurs immobiliers, surtout qu'il y a une crise de confiance de plus en plus forte de la part des Chinois dans leurs promoteurs immobiliers, donc il y aura de moins en moins de ventes, forcément, surtout en ce moment, parce que les Chinois sont conscients qu'il y a une crise immobilière. Donc je vois mal comment ils peuvent en sortir. Et le danger véritable, donc, c'est que l'effondrement du système immobilier chinois entraîne l'effondrement du système bancaire chinois pour les raisons que je vous ai dit, hein, parce que les banques ont injecté 1300 milliards sur une année, ça n'a même pas suffi à sauver le secteur. Donc ça donne vraiment le ton sur la crise qui est en cours. Et après, derrière, donc crash également du système financier, parce que je rappelle qu'avec la chute de la bourse de Hong Kong, eh bien, vous avez la bourse indienne qui est passée au-dessus de la bourse de Hong Kong, pour la première fois dans l'histoire. Donc là, c'est assez révélateur de la crise qu'est en train de vivre quand même la Chine. Bon, mais après, elle reste quand même assez solide hein, pour avoir une croissance économique à 5%, bien plus que nous, la France et même l'Europe réunis. Voilà. Après, est-ce que maintenant, faut voir si cette crise va également se répercuter sur le gouvernement chinois, c'est-à-dire est-ce que la crise va vraiment faire la banqueroute de la Chine? Honnêtement, ça, je ne sais pas. C'est-à-dire, ça peut le faire, effectivement, parce que les montants sont énormes, mais en même temps, la Chine a vraiment les moyens, on peut dire, d'injecter en masse de l'argent avec l'impression de billets, hein, comme d'hab. Mais voilà, donc il faudrait vraiment qu'il y ait des dizaines de milliers de milliards, peut-être de dollars injectés pour que si ça marche pas, là, il y ait vraiment une banqueroute de la Chine. Donc ça, je peux pas me prononcer là-dessus, clairement. J'ai pas le bout de cristal. Mais en tout cas, qu'il y ait des grosses difficultés immobilières, bancaires et surtout la bourse financière, avec les actions des entreprises chinoises qui chutent, ça oui, je veux bien, ce serait plutôt probable. Voilà. Le reste, que ça vraiment que la Chine coule, j'y crois pas trop. Voilà. Je vous le dis clairement, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, hein, je vous le dis clairement là-dessus. Après, forcément, eh bien, comme on a une crise financière, immobilière et bancaire en plus, si on met la totale niveau-là, sur la Chine, ben forcément, il y aura des impacts sur le reste du monde, hein. La finance chinoise, elle impacte forcément toutes les autres finances. C'est évident, avec la mondialisation et tout. Donc, ce que ça rappelle, c'est vraiment le spectre, vous voyez, de la crise des subprimes de 2008 totalement, hein, là, pour moi, et même peut-être encore pire. Et on l'a vu, la crise de 2008 avec la crise des subprimes a totalement impacté l'ensemble de la bourse mondiale, au niveau des Américains. Bon. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui peut arriver, clairement. Et en plus de ça, c'est là où je vous montre
un dernier article là, pour la route qui a rien à voir avec Evergrande, hein, mais ce que je vous disais sur les banques américaines. Hop là, je rebondis là-dessus parce que c'est une nouvelle qui a été très fraîche, qui est tombée aujourd'hui avec, donc, vous voyez, un article du Wall Street Journal. Donc, les banques régionales, donc aux États-Unis. Donc, souvenez-vous du bordel qu'il y a eu l'année dernière avec 4-5 banques régionales qui ont fait faillite. Bon, bah là, c'est en train de repartir en vrille, puisqu'on a les banques régionales, au niveau des actions, hein, des banques régionales, qui ont chuté en masse là, aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui, je vous montre la vidéo. Après que la New York Community Bank Corp, donc une banque régionale, a coupé ses dividendes suite à l'annonce de pertes sur un trimestre 2023 de 260 millions de dollars. Voilà. Et je rajoute en plus que la New York Community Bank Corp, c'était quoi? C'était la banque, rappelez-vous, qui avait racheté clairement la Signature Bank, qui avait fait faillite en 2023, pardon. Voilà, donc là, on va dire, ça va pas porter chance à la New York Community Bank Corp. Et là, c'est eux qui sont en collimateur, et c'est tellement explosif, leur révélation, que sur une journée, ils ont une chute de leurs actions, la New York Community Bank Corp, de 40%. Un truc de fou. Voilà, donc là, on atteint des pertes, mais colossales. On dirait que c'est du Bitcoin. Là, bon, on dirait qu'on a des actions bancaires, elles font le yo-yo, pire que le Bitcoin, hein, sur une journée. Donc là, c'est pas bon signe. Donc on est en train de repartir sur une crise bancaire, hein, visiblement, hein, vu comment c'est parti là. Et surtout qu'on sait que c'est pas la New York Community Bank Corp, c'est pas la seule banque aux États-Unis qui est en difficulté. Voilà, les amis. Donc c'est quand même marrant parce que je le rappelle, hein, j'ai pas me jeter des fleurs, mais là quand même. C'est samedi, j'ai fait la vidéo sur l'actu crypto numéro 59. Et je vous annonçais, attention, la Banque Centrale Européenne est en train d'annoncer, hein, qu'elle elle scrutait justement les réseaux sociaux pour essayer d'identifier un éventuel bank run. Et donc je vous avais dit, si elle annonce ça, c'est qu'elle sait des choses et qu'on risque de voir dans les mois, moi j'avais dit les mois, hein, parce que quand même à 3 jours près, je n'imaginais pas une seconde qu'on aurait des annonces sur les banques américaines. Et pourtant, ben voilà. Donc, on voit bien que là, c'est pour ça que je rebondis sur Evergrande, c'est que on dirait que là, on a un cumul de crises et que Evergrande, donc c'est la crise chinoise, qui va impacter également forcément le reste du monde, mais qu'on a en plus une crise américaine. Donc là, nous, en Europe, on est au milieu, sur la carte 2D, là. On est en D2, on est prêt en tenaille sur les crises. Et donc, on ne sait pas comment on va être, à quelle sauce on va être mangé, surtout qu'on est déjà en crise également, hein, faut pas rêver, faut le dire. Donc on a vraiment un cumul ça de. Ça, je voulais vraiment faire le point là-dessus, vous montrer ça. C'est on n'est pas sorti de l'auberge, hein, franchement. Donc faites très attention, les amis, si vous avez des actions boursières, des actions crypto, enfin tout ce genre de choses, de systèmes traditionnels, vraiment faites attention parce que aujourd'hui là, c'est en train de tanguer très fort sur tous les niveaux. Après, ça ne voudra pas dire qu'il y aura un effondrement, hein, total, loin de là. C'est juste qu'on risque d'avoir on l'a vu, hein, moins de 40% vraiment sur les actions d'une banque. Ah, c'est du jamais vu, quoi. Pas l'année dernière, hein, quand ça avait chuté, mais sinon, c'est pas courant, quoi. Voilà. De même pour les promoteurs immobiliers. Donc, ce qu'on peut dire, c'est faire attention. C'est pour ça que, personnellement, je suis de plus en plus enclin, ça n'engage que moi. Et je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, très important. De faire vos propres recherches si vous voulez vous plonger dans ce monde, les amis, très important. En tout cas, moi, personnellement, je suis de plus en plus adepte de tout ce qui est hors système bancaire, hors système traditionnel financier et tout, notamment le Bitcoin et tout, parce que, enfin, l'or et l'argent physique notamment, parce que là, c'est pas quelque chose qu'on va être mangé, hein, sur le système traditionnel. Mais après, il faut avoir, comme je vous dis, j'ai pas sorti toutes mes billes, moi, personnellement, des banques, hein. J'ai ma cagnotte bancaire, j'ai ma cagnotte hors argent physique, ma cagnotte crypto, mais si tout s'effondre, enfin, je sais que j'aurai deux cagnottes déjà qui vont partir en vrille, c'est-à-dire les cryptos, on ne sait pas comment elles vont réagir, elles vont peut-être se faire dégager également, au même titre que les actions boursières, et les banques, bon ben, ma cagnotte bancaire s'effondrera aussi. Voilà, donc il faut avoir quand même, je sais pas, une diversification maximaliste, le plus possible. Après, il y a l'immobilier également, mais bon, voilà. Bon, donc les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, si ça a été clair pour vous, si vous partagez également mon avis ou pas, hein. Vous avez le droit de pas du tout partager mon avis, peut-être que ces crises-là, c'est rien du tout, hein. Peut-être que va rien se passer, ma foi.
J'espère, parce que ça va quand même dégazer sinon, hein, clairement. Bon, bah les amis, donc sinon, bah écoutez, prenez soin de vous. Moi, je vous fais la bise. N'hésitez pas donc à mettre des likes si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des choses à dire. Voilà, et sinon, je vous fais donc la bise. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, notamment l'actu crypto numéro 60, je crois, pour samedi prochain. Et puis voilà, allez, la bise. Ciao.